la bienvenue dans notre maison syndicale à toutes et à tous les participants, avec la conviction qu'il contribuera à faire progresser notre réflexion sur la place et le rôle des femmes dans le syndicalisme. C'est le thème de ce colloque. Institut d'histoire pour le XXe siècle et pour thème les femmes et le syndicalisme. Un sujet dont on peut prévoir d'ores et déjà, sans être féru de sociologie, qu'il revêtira encore plus d'importance au cours des premières années du XXIe siècle, au point de prendre la dimension d'un défi majeur pour le syndicalisme, en conscience de cet enjeu de société et compte tenu de l'expérience selon laquelle, en matière d'adaptation aux évolutions prévisibles, mieux vaut précéder que suivre, nous avons pensé qu'un tel colloque s'imposait. Ce matin, dans ce que j'ai à traiter, c'est la période qui va des origines du syndicalisme à 1939, c'est-à-dire à la Deuxième Guerre mondiale. J'ai classé ces communications comme j'ai pu, parce que ce n'est pas toujours si simple. Il y en a 5 qui sont sur des problèmes d'ensemble, 4 qui concernent des études locales et 6 des groupes professionnels. Slava Lisek nous rappelle aussi comment Marie Guillot, consciente de cela, a créé les GFU, c'est-à-dire les groupes féministes universitaires, le mot universitaire recouvrant d'ailleurs surtout l'enseignement primaire. Il s'agissait surtout de l'enseignement primaire et des institutrices. Et ces GFU, groupes féministes universitaires, furent des groupes de regroupement des femmes. Comme elles voyaient bien la difficulté pour les femmes de faire entendre leurs revendications, eh bien, elles les regroupaient entre elles pour qu'elles puissent parler entre elles et parler un petit peu de leurs problèmes. Et justement, ces groupes furent importants, avaient déjà été importants au moment de l'affaire Courriot. Mais au-delà du syndicalisme des instituteurs et des institutrices, les GFU ont servi en quelque sorte d'expérience modèle pour la CGTU. C'est ainsi que dans la CGTU, il y eut en 1922, la CGTU née naturellement de la scission à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, il y eut une commission féminine confédérale entre 1922 et 1933, sur laquelle on aimerait d'ailleurs savoir davantage, et peut-être que dans la discussion vous pourrez nous donner davantage d'informations, et qui semble à partir de 1933 être tombée en sommeil, donc avant la réunification, et qui n'est nullement reprise en compte dans la CGT réunifiée. Jocelyne Chabot montre l'origine de ce syndicalisme féminin chrétien, qui est précoce. Elle donne quelques dates, quelques noms, et elle en donne également les caractéristiques. Ce syndicalisme féminin chrétien, première caractéristique, il est purement féminin. Lui, il prend les femmes entre elles. Deuxièmement, c'est un syndicalisme d'employés à 55%. Après tout, 55%, ça laisse entendre qu'il y a aussi des ouvrières. Parmi les ouvrières, il y avait surtout des ouvrières de la couture, qui était évidemment la grande forme de travail des femmes avant 1914. Et enfin, autre caractéristique, le très fort investissement des célibataires, d'où le sous-titre « Portrait de groupe avec demoiselles », c'est à 85% des célibataires qui sont dans ce syndicalisme féminin chrétien. Des femmes fort dynamiques, comme Marguerite Lafeuille, célibataire, employée de banque, qui milite entre 1906 et 1936 comme secrétaire, puis présidente de la Fédération des employés, comme Marie-Louise Danguy, qui elle a une espèce de véritable vocation et qui exerce aussi une espèce de sacerdoce, si on peut dire, pendant 36 ans, ayant une parole publique importante dans les congrès, comme Marie Bardot,
issus d'une école normale sociale par lesquelles les syndicalistes chrétiennes cherchaient à se donner une véritable formation. Donc il y a là des choses intéressantes, n'est-ce pas? Et dans la comparaison avec la culture peut-être plus virile de la CGT de l'époque, il y aurait des comparaisons à faire. Alors, la communication de Jocelyne Chabot souligne qu'il y a peut-être de temps en temps intérêt à avoir des organisations séparées, que ces organisations, mais avec point d'interrogation naturellement, que ces organisations séparées ont pu, à certaines époques, jouer à la fois un rôle intégrateur et émancipateur. On rejoint des constats que Marie Guillot faisait aussi et qu'on retrouve dans la communication de Slava Lisek, avec tout de même un problème, et il est majeur, c'est que ces organisations séparées, souvent le syndicalisme, qu'il soit chrétien ou pas, les laisse vivre de leur côté et qu'il y a toujours le risque du ghetto. Et là, avec tout ce qui concerne les femmes, on retrouve éternellement ce problème, l'entre-soi favorable sans doute à une conscience, mais aussi le risque qu'on vous laisse dans votre coin sans vous entendre et sans avoir d'influence générale. Vous le voyez, il y a là des problèmes anciens et des problèmes actuels. La femme dans le mouvement syndical, est-ce qu'il y a, on peut dire en même temps, un renouveau de ces travaux? Oui, il y a un net renouveau dans ce domaine. Il y a des études qui sont faites sur les différentes formes de syndicalisme aux différentes époques. Le rôle des femmes dans les métiers, c'est très important parce que travaillant sur un métier, forcément on trouve les luttes sociales et les formes d'engagement syndical. Et puis de façon générale, après avoir travaillé sur les femmes dans leur rôle en quelque sorte naturel, on a tendance à faire des recherches sur les femmes dans la cité. Alors ça veut dire les femmes et la politique, ça veut dire les femmes et le travail social, la philanthropie par exemple, et ça veut dire aussi les femmes dans le syndicalisme. Alors il y a un renouveau qui commence et qui devrait à mon avis se développer dans les années qui viennent. Je pense que c'est quand même un grand problème de savoir pourquoi un mouvement d'émancipation comme le mouvement ouvrier n'a pas toujours donné aux femmes leur place, alors qu'il aurait dû le faire, et que le premier socialisme, enfin on pense au saint-simonisme, on pense au fourierisme, le leur donnait. Il y avait, Saint-Simon disait, les deux exploités du monde, c'est le prolétaire et les femmes, les prolétaires et les femmes. Puis après, ces liens se sont distendus. Alors, le syndicalisme appartient tout de même à cette grande famille du mouvement ouvrier, et il est normal qu'on se pose des questions sur les rapports entre syndicalisme et mouvement ouvrier, et je crois que ça vient maintenant, syndicalisme féminin et mouvement ouvrier. Je crois que c'est très important et que ça vient. Et alors le colloque d'aujourd'hui, ici, à la CGT, me paraît tout à fait symptomatique parce que il a été ouvert par des instances respectées de la CGT, Georges Ségui lui-même, et il y avait un grand public, un public vraiment important, avec des femmes majoritaires, c'est normal, mais des hommes aussi, et je pense que cela montre que très calmement, on peut essayer de réfléchir en profondeur. Je me demande si les militants syndicaux ne se comportent pas comme les hommes politiques, tout bonnement. D'ailleurs, dans les débats syndicaux, il y a énormément de débats de tendance qui ont déchiré la CGT, la CGTU, etc., qui sont des débats politiques. Et on voit d'ailleurs que dans ces débats de tendance, les femmes sont exclues, y compris dans ma fédération unitaire avec les institutrices, ce sont des débats politiques. Et je pense que le militant syndical s'aligne sur le comportement de l'homme politique et à cause justement de cette sacralisation de l'ouvrier qui a permis aux ouvriers français de voter plus précocement que tous les autres et qui pèse énormément. Alors Michel Perrault a eu raison de dire que la révolution russe a encore aggravé les choses. Donc il y a de grandes images, c'est la gueule noire et puis le métallo. Et puis je vous dirais que ça se poursuit jusqu'aux années 60. Il y a quand même toujours une sacralisation de l'ouvrier dans le mouvement syndical, au détriment d'ailleurs du postier. Michel Perrault, on a bien senti dans le colloque ce matin que parmi les interventions, beaucoup portaient sur finalement un nouveau domaine qui avant était moins étudié par les historiens, celui des employés des postes, les employés, l'emploi communal, les cadres,
les femmes cadres. Donc est-ce qu'il n'y a pas là justement par le changement, par l'évolution de l'objet des historiens, une possibilité de renouveler les regards? Absolument. Les femmes sont entrées dans le monde du travail massivement par le tertiaire, c'est-à-dire par les emplois de bureau, par la banque, par le métier d'institutrice ou de postière. Bon, il en a été beaucoup question ce matin. Il y avait une majorité, au fond, si on regarde bien, il y avait une majorité de communication sur ces sujets-là, et c'est très symptomatique. Alors là, il y a combien de choses à dire, parce que l'organisation des postes qui se féminise à partir des années 1870-80, elle est passionnante parce que on voit comment les femmes entrent dans des qualifications plutôt inférieures. Les hommes à ce moment-là connaissent une promotion, ce qui dément d'ailleurs l'idée que les femmes pourraient, elles le sont parfois, une armée de réserve industrielle contre les hommes. C'est un argument qu'il faut quand même discuter parce que les femmes ne font pas les mêmes choses que les hommes. Donc à travers l'exemple des postes, on peut saisir des problèmes complexes de rapport entre les hommes et les femmes par rapport aux qualifications. Quant aux institutrices, c'est un domaine immense, déjà quand même pas mal exploré. Hein. Les premières thèses, comme celle d'Anne Marisson, ont été faites sur les institutrices. Il y a eu d'autres travaux, je pense à ceux de Jacques et Mona Ozouf, par exemple, dans la République des instituteurs, on trouve beaucoup de choses sur les femmes institutrices. Je pense à la biographie de Slava Lisek sur Marie Guillot, qui est un livre magnifique. Eh bien là, c'est important, parce que les institutrices sont un nouveau modèle identitaire pour les femmes, dans des milieux, bien sûr, de petite bourgeoisie, mais aussi de classe populaire. Il y a quand même beaucoup de femmes qui viennent de classe rurale, monde paysan, ou bien du monde ouvrier. Elles rêvent de devenir institutrices, d'aller à l'école normale. Quand elles y arrivent, c'est formidable. Et ces femmes-là, en même temps, elles ont souvent été des féministes. Elles ont à la fois elles ont tenu les deux bouts de la chaîne, du syndicalisme et du féminisme, et de beaucoup d'autres choses, parce qu'elles furent pacifistes, elles furent souvent néo-malthusiennes, c'est-à-dire très ouvertes au problème de la contraception. Elles ont été, au fond, ces institutrices, ce qu'on pourrait appeler les premières intellectuelles. Et quand on fait l'histoire des intellectuels, on commence souvent bien plus haut, si j'ose dire. Enfin, on prend les universitaires patentés, mais en réalité, il faut regarder de ce côté-là, parce que elles avaient une parole, un statut, une formation, des lectures, un rôle absolument surprenant. Il faut véritablement les retrouver complètement. Et puis alors, le monde des employés, de tout genre, employés de commerce, très important. Il ne faut pas oublier qu'en 1936, parmi les grèves notables, il y a la grève des grands magasins, qui est une grève étonnante, parce que les femmes sont là, elles occupent les grands magasins de jour et de nuit, et là, on les laisse occuper, parce que comme elles sont entre femmes, on ne va pas les raconter des histoires de mœurs et tout ça, et elles ont un rôle absolument déterminant. C'est une grève exemplaire, la grève des grands magasins. Alors, et on sait bien que dans les banques, peut-être un petit peu plus tard, mais déjà dans l'entre-deux-guerres, il y a eu des grèves dans les banques avec des femmes tout à fait militantes. Donc vous avez entièrement raison. Le tertiaire comme monde d'action des femmes est un petit peu prémonitoire, parce qu'au fond, maintenant, dans le salariat, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, on a un embryon de génération de femmes syndicalistes. On a une secrétaire générale de Confédération, Nicole Notat. À la CGT, le poids de Maryse Dumois aux plus hautes instances n'est pas négligeable. Et on le voit, par exemple, pour la CGT, dans le cadre de l'UGIC, le poids de femmes cadres qui ont un point de vue, une autorité, etc., me semble donner une nouvelle dimension. Je suis entièrement convaincu, parce que nous voyons maintenant, et par sans doute ce qui va se passer dans les années qui viennent, que les femmes ont un avenir dans le syndicalisme, et que le syndicalisme se renouvellera aussi en faisant appel aux femmes. L'entrée des femmes dans la cité, c'est l'entrée des femmes dans la politique, alors là il y a beaucoup à faire, et c'est l'entrée des femmes dans le syndicalisme. Et les exemples que vous avez donnés sont très probants, très intéressants. C'est vrai que l'arrivée d'une femme comme Nicole Notat à la tête d'une grande confédération syndicale ouvrière, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui s'explique
peut-être par le fait que du côté d'un syndicaliste qui certes a complètement rompu avec toute appartenance confessionnelle, mais qui malgré tout a des origines de ce côté-là, il y avait peut-être une culture féminine un petit peu plus forte qui peut expliquer que Nicole Notas ait pris cette place avant d'autres syndicats. Mais ça viendra partout.